Merci à vous d'être présent. Juste pour préciser, je suis instite dans une fonction un petit peu particulière puisque je suis enseignante spécialisée auprès des enfants handicapés et que je fais ça depuis 25 ans. Et je le précise parce que vous verrez que c'est en lien avec ce dont je vais vous parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous retracer un petit peu le contexte historique qui est le nôtre, celui de la libre pensée, qui a été fondé au XIXe siècle par des militants de tous horizons, des militants radicaux, des militants anarchistes, marxistes et des francs-maçons. C'est le résultat d'un long processus qui avait commencé par les Lumières, au moment où les intellectuels ont redécouvert les philosophes grecs. Pendant 14 siècles, l'Église a régné sur les esprits et les affaires de l'État, et en particulier sur l'instruction. L'école a toujours été au cœur des combats de l'Église. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que c'est l'endroit où est possible la formation d'un esprit libre pour la masse des populations. Et donc, c'est à ce titre que l'Église a souhaité y avoir une main de fer. Puis est venue l'heure de la Révolution, qui est une vague qui a emporté le vieux monde de l'époque. Et avec la Révolution, c'est une société centrée sur l'homme et non plus sur Dieu qui est advenue, même si celui-ci est resté présent, puisque si vous avez en tête la Déclaration des droits de l'homme, sa présentation, son iconographie, elle fait quand même beaucoup référence aux tables de la loi, hein, avec les deux panneaux. Donc, cette déclaration, elle a quand même chassé Dieu sur le fond, et l'Église l'a compris mieux que quiconque. Et à l'époque, elle va se braquer contre la République et la démocratie de manière ouverte. Donc, je vais aller rapidement, mais en gros, il y a eu cette séparation qui a été enclenchée par la Révolution, mais elle va être bloquée de façon temporaire par Napoléon et son concordat. Et c'est donc sur le terrain de l'école que le combat va se concentrer, avec d'un côté, en 1833, la loi Guizot, qui a instauré l'obligation d'avoir des écoles dans les communes de plus de 500 habitants, et la fameuse école normale de formation des instituteurs. Elle a été rapidement contrecarrée par la loi Fallou en 1850, qui va organiser la mise sous tutelle de ces écoles par l'Église. En 1871, c'est la Commune de Paris qui avait une seconde fois proclamé la séparation et l'école laïque, et qui a fini dans un bain de sang. Mais malgré le massacre des communards, ça ne va pas arrêter ce fleuve de la séparation. Et en 1881 et 1882, c'est Jules Ferry qui va rendre l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. Et grâce à ça, il y a une génération entière qui va y être instruite, ce qui va temporairement compenser l'écart et le retard politique entre Paris et sa classe ouvrière d'un côté, et puis la ruralité et ses paysans de l'autre, écart qui avait permis l'écrasement de la commune et des communards. Et donc, à la suite de ces lois Ferry, eh bien, les conditions de la séparation sont enfin réunies, et c'est ainsi qu'en 1905, sous l'impulsion des libres penseurs Buisson et Briand, Fernand Buisson et Aristide Briand, la loi de séparation est votée, qui va régler à peu près tous les problèmes, à l'exception de ceux des aumôneries, qui resteront financés par l'argent public. Vous avez pu entendre souvent que la loi de 1905 avait été révisée. C'est faux. En fait, il y a eu des aménagements à la marge, mais la véritable et seule attaque viendra du gouvernement de Vichy, ce qui ne va pas vraiment nous surprendre. L'Église obtiendra le rapide détricotage de la loi pour faire financer les écoles catholiques et que la religion soit à nouveau enseignée à l'école et que les biens confisqués
à l'Église lui soit rendue. La libération va permettre de reconquérir l'essentiel de la loi de 1905, et c'est après le coup d'État du général de Gaulle en 1958 que viendra la mère de toutes les lois anti-laïques. Je veux parler de la loi Debré. L'école publique et les écoles privées sont ainsi mises sur un pied d'égalité, et encore à l'heure actuelle, et on va le voir dans le détail tout à l'heure, 12 milliards d'euros à minima partent chaque année en direction du privé sur les fonds publics. Viendront ensuite une série de nouvelles remises en cause, dont la loi Jospin, qui va liquider les écoles normales et qui introduira la présence des signes religieux au sein des établissements. Et c'est à cette époque qu'est apparu ce qui perdure encore, je veux parler de la laïcité ouverte, qui se résume, au lieu de la loi de 1905 qui ne reconnaît aucune religion, la laïcité ouverte, c'est toutes les religions au sein de l'État et des écoles. Nous avons tenu bon et nous avons eu gain de cause. Le dernier tournant a consisté, après l'offensive généralisée dite de choc des civilisations. Cette dernière offensive, c'est d'utiliser la laïcité. C'est pour ça qu'on parlait dans l'appel pour cette réunion de l'instrumentalisation de la laïcité, d'utiliser cette laïcité pour dresser la population française contre les musulmans. Nous avons été, la Libre Pensée, à l'initiative de l'appel des laïcs, qui a dressé des milliers de responsables d'organisations pour stopper cette tentation par les politiques d'utiliser la religion pour créer les conditions d'un éclatement de la République. Et c'est là où nous en sommes actuellement. L'école, elle a donc été fondée, l'école publique, elle a donc été fondée par le long combat pendant des siècles contre l'école catholique, contre sa volonté de dominer les esprits, contre l'émancipation. Et nous avons partiellement gagné ce combat, mais force est de constater que l'Église a repris du terrain et elle continue aujourd'hui encore à en regagner, parce que l'Église a conquis ce qu'elle n'avait pas auparavant, c'est une redoutable capacité d'adaptation. Il nous faut donc réarmer le mouvement ouvrier et laïque sur les enjeux et les pièges. C'est l'objet de cet exposé. Quels sont ces enjeux et ces pièges? Alors, je vais vous présenter un petit peu, je vais décortiquer ce que recouvre l'enseignement privé, parce qu'il a plusieurs facettes, plus ou moins dissimulées. Ses effectifs, dont Vittorio a parlé pour la région de Ganges, et son financement. Je rappellerai également brièvement l'historique des lois anti-laïques. Il y en a eu plusieurs, je vous ai parlé de la principale, mais il y en a d'autres qui sont vraiment ajustées à... Il faut bien voir que ce phénomène est en parallèle avec la dégradation méthodique de l'école publique au profit du privé, au travers de plusieurs choses: les suppressions de postes, on est en plein dedans; la destruction du cadre national, on est en plein dedans; la destruction de l'enseignement spécialisé, dont vous avez un survivant, par une ribambelle de contre-réformes, et l'utilisation, l'instrumentalisation de la laïcité pour en faire un outil de tension, de conflit et de répression. Et là, on peut dire que c'est une véritable boîte de Pandore qui a été ouverte, et je vais vous expliquer plus précisément pourquoi après. Ce constat de l'instrumentalisation vraiment débridée de la laïcité, de son utilisation à des fins politiques, il se cristallise, vous l'aurez compris, en particulier à l'école. Les différents gouvernements, les différents ministres de l'Éducation nationale se saisissent d'absolument n'importe quel prétexte pour faire naître et asseoir le sentiment que l'école est menacée par des atteintes plus ou moins graves à la laïcité, en particulier par l'expression de la religion musulmane, faisant de chaque musulman un islamiste, voire un terroriste. Et je vous donne des exemples. Les assassinats de mes collègues Samuel Paty et Dominique Bernard par des fanatiques musulmans donnent lieu à des hommages, des commémorations, des couvertures médiatiques
massive, alors que d'autres assassinats, celui de Fabienne Terral-Calmes, je ne sais pas si vous vous souvenez même de son nom, qui est une institutrice qui a été tuée par une mère d'élèves qui a été qualifiée d'irresponsable, de dérangée à Albi en 2018. Agnès Lassalle, qui a été tuée par un élève perturbé psychologiquement en 2023. Ben là, aucun intérêt, aucun hommage, aucune commémoration, aucune couverture médiatique. En 2023, il y a 3 élèves de CE2 qui sont signalés par le rectorat et par la mairie pour avoir fait une prière à la cantine dans une école à Nice. Les parents sont convoqués, il y a un emballement médiatique, ils font la une de BFM, CNews et compagnie. Et en réalité, il s'agissait simplement d'un jeu d'enfant avec une bâche qu'ils avaient prise pour faire un fantôme et dont les familles n'étaient même pas de confession musulmane. Ils n'étaient même pas croyants en fait. La tentative d'incendie à la Grande Motte de la synagogue l'année dernière, elle a entraîné immédiatement après, ça s'est passé fin août, la rentrée était le 5 septembre. Le 5 septembre, la rectrice a écrit à tous les personnels de toute l'académie pour une lettre qui était titrée « Lutte contre l'antisémitisme et le racisme » et dans lesquelles était écrit pour que chaque acte, chaque parole raciste ou antisémite ou toute intention de les encourager soit systématiquement signalée. Ça, c'est ce qui s'adresse à nous, les enseignants. Et elle fait référence, et je vous en parlerai après, aux formations obligatoires sur la laïcité et sur les valeurs de la République qui sont organisées depuis 2019, donc sous Jean-Michel Blanquer, pour tous les agents de la fonction publique, pas seulement les enseignants. Autre exemple, à l'école et dans les établissements, les hommages obligatoires, donc pour Samuel Paty, pour Dominique Bernard, donnent lieu à des consignes de sévérité aux enseignants si des élèves les perturbent. C'est donc là l'organisation de situations clivantes où les réactions des élèves sont non seulement scrutées, mais avec en plus un a priori assigné à leur identité supposée, puisque à l'école on est censé ignorer la confession ou la non-confession des élèves, et depuis 2004, d'en interdire la visibilité. Je vous donne un exemple, c'est l'injonction à être Charlie, qui évidemment a déclenché dans certains établissements des réactions de la part d'élèves, mais comme si Charlie Hebdo était l'emblème de la liberté d'expression et des valeurs de la République. Donc le droit à la critique de la caricature, il est refusé, et c'est ainsi qu'on place la jeunesse sous une surveillance idéologique. Autre exemple, des faits divers d'agression verbale ou physique d'un élève sur un enseignant à cause du voile ou de l'abaya ou de tout autre vêtement supposé religieux, avec par exemple à Montreuil, il y a une situation comme ça qui s'est déroulée et les personnels ont sorti un communiqué avec leur syndicat pour rétablir les faits. En fait, il s'agissait d'une tenue inappropriée pour le sport, rien à voir avec la religion. Autre exemple, les mamans voilées, évidemment, qui sont montrées du doigt et qu'on veut exclure. Dans Lyon, l'an dernier, dans un collège, l'inspecteur d'académie, le DAZEN, il disait pas de voile pour l'AESH. Les AESH sont les accompagnants des élèves handicapés. Pas de voile pour l'AESH car c'est un agent public. Mais par contre, pas de contrainte pour 2 mamans voilées. Et il a contredit le chef d'établissement qui avait interdit le voile pour ces 2 mamans. Donc il a dit que c'était une erreur. Et finalement, ce même inspecteur d'académie a lui-même été contredit par le recteur.
Tout dernièrement, vous avez vu qu'il y a un projet de loi pour interdire le voile dans les clubs sportifs, donc dans les clubs amateurs. Autre exemple assez significatif, je veux parler de l'affaire Bétarame, en mettant en parallèle la situation de non-contrôle total depuis des décennies de cet établissement, aucun contrôle, alors que le lycée Averroès, lycée musulman de Lille, sous contrat, a lui subi en 3 ans 14 contrôles et qui a vu son contrat suspendu immédiatement, sans préavis. Bétarame, vous êtes au courant, je pense, mais il y avait 100 plaintes au départ, maintenant il y en a 200. Des alertes qui ont été faites pour décrire des sévices, des violences sexuelles, de l'homophobie, du racisme dans l'établissement Stanislas, donc des crimes et des délits extrêmement graves par des personnels sur des enfants, sur des élèves. Alors eux, aucune rupture de contrat, maintien de leurs subventions, même les subventions facultatives, puisque Valérie Pécresse a maintenu des subventions facultatives à l'établissement Stanislas. Et puis, vous avez pu voir dernièrement Bayrou empêtré dans ses mensonges qui se met finalement à calomnier l'enseignante qui a dénoncé ces crimes et Bayrou qui tente de minimiser ces crimes. On va voir où tout cela va nous conduire, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que la Ve République, avec la loi Debré, protège l'Église, cette Église qui siphonne l'argent public et où le pouvoir politique de cette Ve République cible uniquement le privé musulman. Alors, face à ce ciblage de la religion musulmane, à contrario, tout comme le parallèle que je viens de faire entre la situation du lycée Averroès et l'établissement Bétarame ou le lycée Stanislas, eh bien, ici même, le CRIF a été accueilli en grande pompe au lycée Champollion, à Montpellier, à 2 reprises, avec la rectrice et le préfet, pour une journée de promotion des valeurs de la République. Également au lycée Joffre, le CRIF a été accueilli il y a quelques semaines pour l'inauguration d'une plaque commémorative. Alors je vous indique quand même que la libre pensée s'est adressée par courrier à 2 reprises à la rectrice pour signaler cette atteinte à la laïcité. En 2023, le maire de Montpellier, pour promouvoir la laïcité, pour, je le cite, aider les professeurs pour faire évoluer les représentations, en particulier dans les quartiers prioritaires où, selon lui, la laïcité est détournée, voire dévoyée par ceux qui ne voient en elle qu'un instrument de discrimination et qui seraient attaqués par des revendications communautaristes et des replis identitaires. Donc là, je vous cite les propos du maire de Montpellier. Donc, il prend en charge, donc sous la houlette de son étiquette d'élu, d'inculquer des valeurs aux élèves qui en seraient privés. Alors que la laïcité, c'est un principe juridique qui organise l'État. Ce n'est pas la police de la pensée. Et dans cet appel à projet, donc à destination d'associations, eh bien, qui a obtenu des subventions? L'association CEL, qui est présidée par Frédéric Lenoir. Si vous ne le connaissez pas, c'est c'est un catholique fervent. Et Radio Aviva, dont la présidente est Perla Dahan, la présidente du CRIF. Donc, heureusement, aucun établissement scolaire ne s'est embarqué là-dedans. Et donc, elles ont reçu des subventions pour créer des outils pédagogiques
pour accompagner les enseignants des écoles publiques et les animateurs des centres de loisirs. Or, nous, enseignants, nous exerçons nos missions dans le cadre de programmes et d'instructions nationaux, pas selon les politiques locales. Donc ce maire qui est le référent laïcité des maires de France, qui a reçu le prix de la laïcité, qu'il a dédié à tous les professeurs, on voit bien tout le poids et toute l'utilisation de son orientation politique qu'il cherche à mettre sur les enseignants par une série d'actions. Là encore, le maire de Montpellier, il a mis en place un soutien scolaire laïque, entre guillemets, et gratuit, avec comme objectif de lutter contre le séparatisme, alors qu'il existait déjà, depuis des années, des études qui n'étaient pas affichées comme laïques, mais qui existaient de toute façon. Mais son objectif, au travers de la mise en place de ce fameux soutien laïque, c'est de désigner du doigt toutes ces associations, notamment dans les quartiers populaires, qui aidaient les élèves à faire leurs devoirs. Donc, dans la même veine, toujours à Montpellier, vous voyez bien l'importance avec laquelle le maire de Montpellier utilise sa position. Il a fait afficher sur toutes les écoles de Montpellier, donc là, le contribuable a payé le renouvellement de tous les panneaux sur lesquels figure le nom des écoles de Montpellier, et il a fait rajouter école laïque. École publique et laïque par nature, comme tous les services publics d'État ou territoriaux. On n'affiche pas devant la mairie laïque. Donc l'afficher, c'est revendiquer et agiter la laïcité comme une mise en garde, comme un chiffon rouge. Et si nous quittons la mairie de Montpellier, sa mairie soi-disant de gauche, que nous allons voir du côté d'autres mairies, plusieurs mairies RN à Chalon-sur-Saône ou à Beaucaire veulent supprimer le menu de substitution au porc dans les cantines. Donc, voilà la démonstration de deux processus concomitants qui sont enclenchés. D'un côté, l'intrusion du politique dans l'école, qui est un terreau pour créer artificiellement des incidents, pour ensuite réprimer les élèves qui se font piéger en fait, qui se font stigmatiser et qui enclenchent l'inquiétude notamment des parents sur fond de racisme envers la jeunesse, et pas n'importe quelle jeunesse, la jeunesse issue de l'immigration maghrébine. En faisant, en infusant, en faisant régner l'idée qu'il y aurait un entrisme islamique radicalisé dans les écoles et qui est relié par les personnes qui infusent cette idée-là directement avec les attentats terroristes. C'est une stratégie classique de la réaction. Et le deuxième processus qui va avec celui-là, c'est que cette intrusion du politique pour créer des divisions sert d'écran de fumée pour dissimuler les vrais enjeux. Ces vrais enjeux étant le financement privé par des fonds publics, qui est la première véritable atteinte à la laïcité et qui est faite par l'État, qui est organisée par l'État. Autre vrai enjeu, le délabrement du public, au travers, je vous l'ai dit, des suppressions de postes, du creusement organisé des inégalités scolaires, du séparatisme scolaire, puisque le seul vrai séparatisme, c'est celui des écoles privées qui sont catholiques à 95 ou 98%, et qui, elles, se séparent clairement de l'école publique. Ce délabrement du public qui entraîne l'échec scolaire, la destruction de l'enseignement spécialisé en utilisant la fameuse école inclusive et l'avalanche de réformes. Autre vrai enjeu, c'est la territorialisation de l'école avec les lois de décentralisation, où là, ils essayent de casser le cadre national de l'école. Au travers de quoi? Au travers de la mise en place des conseils d'école qui n'existaient pas auparavant, c'est avec la loi Jospin,
et qui ont fait rentrer les mairies, les collectivités territoriales et les parents dans le fonctionnement des écoles, et ainsi l'avancée vers la privatisation. Autre aspect qui est dissimulé par tout ça, c'est la disparition de parties importantes dans les programmes nationaux des contenus émancipateurs et des volumes horaires qui y étaient dédiés. Par exemple, en primaire, on est passé de 30 heures d'enseignement à 27, puis à 24, avec en plus l'apprentissage d'une langue, l'informatique, le développement durable, l'éducation aux médias, à la vie affective et relationnelle, les activités de parcours citoyen, l'enseignement individualisé, la sempiternelle refonte des programmes et en particulier ceux d'histoire et d'éducation civique, et la destruction des examens nationaux, je veux parler en particulier du bac. Dans le privé, la loi de 2004 sur les signes religieux ne s'applique pas, ni l'obligation d'afficher la charte de la laïcité. Il n'y a pas de la réforme choc des savoirs ne s'applique pas non plus. Et tout ceci est fait en organisant le transfert des effectifs d'élèves du public vers le privé. Et donc, ça constitue le retour de l'Église dans l'école, ce à quoi elle n'avait jamais renoncé depuis 1905. Alors, sur les aspects de financement. Alors, d'abord, il faut bien avoir en tête que l'enseignement privé, c'est une nébuleuse. Et d'ailleurs, ces chiffres sont assez difficiles à obtenir. Et dans cette nébuleuse, il y a plusieurs situations. Il y a les établissements sous contrat simple, les établissements sous contrat d'association et le hors contrat. Et il faut savoir que même dans les établissements sous contrat, il peut y avoir des classes hors contrat. Alors, les effectifs du privé sous contrat, je vais vous les donner. Il faut savoir que le privé sous contrat, c'est catholique à 96%. La part des autres confessions est extrêmement réduite. Il y a 300 écoles juives, dont une centaine sont sous contrat. Il y a 90 écoles musulmanes, dont 10 sont sous contrat. Et il y a 400 écoles protestantes, dont 5 sont sous contrat. Donc, les effectifs du privé sous contrat, c'est un peu plus de 7500 établissements et plus de 2 millions d'élèves. Ce qui correspond à un peu plus de 17% des effectifs scolarisés en 2022. Le hors contrat, c'est 2600 établissements et 57 000 élèves. En 2024, il y a un peu plus de 6 millions d'élèves dans le public et le privé sous contrat. La part du privé sous contrat dans le premier degré, donc l'école primaire, c'est un peu plus de 13%, ce qui correspond à 850 000 élèves. Cette part des élèves scolarisés dans une école privée sous contrat est en constante augmentation. Elle était de un peu plus 13,3% entre 2000 et 2022, et vous voyez que maintenant elle est à 13,6%. Dans le second degré, la part est plus importante. Elle est de 21%, notamment au niveau du collège et du lycée professionnel, notamment les lycées agricoles. Au niveau national, en 2023, la baisse des effectifs, dont vous avez sans doute entendu parler, hein, puisque c'est la justification pour les suppressions de postes dans le public. La baisse des effectifs, elle est plus forte dans le secteur public que dans le privé sous contrat. Donc, dans le secteur public, il y a une baisse de 1,4% et dans le privé sous contrat, seulement 0,6%. Pareil entre 2022 et 2023. En maternelle, la baisse des effectifs s'observe uniquement dans le public, alors que les effectifs du privé sous contrat augmentent. Donc il y a une baisse de
un peu plus de 1% en maternelle dans le public, et les effectifs du privé sous contrat augmentent de plus 0,9%. En 2023, au niveau du collège, il y a une stabilité dans le privé et une légère baisse dans le public. Ça, c'était au niveau national. Au niveau académique, alors ça, c'est un lièvre que j'ai soulevé grâce à ma position dans le syndicat, puisque j'assiste à une instance qui s'appelle le comité départemental de l'éducation nationale. Et donc, on nous transmet un certain nombre de données, et j'ai constaté que sur l'académie, entre 2023 et 2024, il y avait une perte dans le premier degré public de moins 954 élèves, alors que dans le privé sous contrat, il y avait une augmentation de 144 élèves. Et comment expliquer qu'il y ait une baisse de natalité uniquement dans le public et que cette baisse de natalité ne se retrouve pas dans le privé? Ce constat, c'est-à-dire cette différence entre le public et le privé, se retrouve dans tous les départements de l'académie. Le Gard, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Lozère. Et le total pour l'académie, c'est une perte dans le premier degré de un peu plus de 3000 élèves et une augmentation des effectifs du privé de un peu plus de 400 élèves. Donc c'est sur l'élémentaire que la perte du public est la plus importante. Et les chiffres de l'enseignement catholique dans l'académie, c'est plus 224 élèves entre 2021 et 2024. Donc il y a réellement un transfert des effectifs d'élèves du public vers le privé. Même constat dans le second degré, avec, à l'exception du lycée professionnel, avec une baisse d'effectifs dans le public, dans le second degré, et l'augmentation dans le privé, sauf pour le lycée professionnel, hors enseignement agricole, avec une augmentation. Alors le lycée professionnel, il faut savoir qu'actuellement, les élèves handicapés qui réussissent à suivre leur chemin atterrissent le plus souvent dans les CAP, parfois rarement dans les BEP, et donc ils viennent gonfler les effectifs des lycées professionnels, ce qui pose énormément de difficultés puisque quand ces élèves, selon le degré de handicap qui est le leur, c'est très problématique de les faire travailler dans des ateliers, sur des machines, etc. Alors, je vous cite ce qu'a écrit la Cour des comptes à propos de l'enseignement privé sous contrat. Elle dit qu'il apparaît ainsi majoritairement comme un enseignement de recours face à un enseignement public perçu par une partie des familles comme moins performant et moins sécurisant. C'est la copie conforme des propos de l'ex-ministre Oudéa Castéra, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait l'éloge de l'enseignement privé où les enseignants n'étaient pas absents et qui où les enseignants du public n'étaient pas remplacés. L'autre phénomène auquel on assiste actuellement, c'est le boom, mais vraiment c'est un boom du privé hors contrat. Donc je vous disais que ça concerne 2600 établissements, 57 000 élèves, et ce secteur est en pleine expansion. Alors qu'est-ce que c'est que ce privé hors contrat? Alors là, on trouve vraiment de tout. Et assez souvent, c'est complètement dissimulé. C'est-à-dire qu'on trouve des établissements qui se réclament soit de pédagogie alternative, type Montessori, Steiner, soit l'enseignement bilingue. Dans l'Hérault, et ici en particulier, on trouve donc des écoles Montessori à Cadillac, Brissac, Montpellier, Castelnau-le-Lez, La Vérune, Montpellier, Béziers, Pézenas, Montagnac, Marmont. Je ne peux pas toutes vous les citer tellement elles sont nombreuses. Toutes ces écoles sont référencées sur le site École Libre,
qui est une émanation de la Fondation pour l'école, qui est l'organisme de promotion du privé hors contrat. Alors, il s'agit en réalité, sous couvert de pédagogie dite alternative, du prosélytisme catholique, avec un risque de dérive sectaire qui a d'ailleurs été signalé par la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans les écoles Steiner. Il s'agit donc là de recléricaliser par le canal de l'école. Ce nombre des écoles hors contrat a augmenté de 26% entre 2011 et 2014, selon des statistiques établies par le ministère de l'Éducation nationale. Alors que le privé sous contrat perd 0,60% entre 2023 et 2024, le privé hors contrat gagne 1,60%. Alors je ne veux pas vous asséner trop de chiffres, mais ces chiffres, d'abord, ce sont des faits, ce sont des statistiques, et c'est important pour comprendre ce qui est dissimulé et ce à quoi on fait face. Entre 2011 et 2022, le nombre total d'élèves du privé hors contrat a augmenté d'environ 38 000 élèves. Et dans l'académie de Montpellier, augmentation de 6% en un an, de 2021 à 2022. C'est important à cette étape de venir comparer la situation de cette fameuse inclusion scolaire dont le point de départ est la loi Monchamp de 2005, et de comparer comment le public et le privé prennent en charge cette injonction à l'inclusion devenue systématique. Alors, les données sont encore plus difficiles à obtenir parce qu'elles sont systématiquement mélangées avec celles du public. Évidemment, ce n'est pas pour rien. En 2022-2023, il y a plus de 90% des élèves en ULIS qui sont dans le public. Les ULIS, les unités pour l'inclusion scolaire, c'est le dispositif dans lequel j'enseigne. Donc, 93,8% des élèves handicapés au primaire sont pris en charge dans le public. Donc, vous voyez ce qui reste dans le privé. Dans l'académie, c'est 2458 élèves qui sont scolarisés contre 211 dans le privé. La part des élèves scolarisés en ULIS au niveau national, c'était 0,9% dans le public, 0,4% dans le privé. Dans les collèges, donc là je vous cite les chiffres de l'Observatoire des inégalités, dans les collèges, 5% ont une SECPA dans le privé contre 50% des collèges en REP+ public. Les REP+, c'est l'éducation prioritaire. Moins de 20%, donc les SECPA, c'est pas le handicap, c'est la difficulté scolaire. Mais là encore, c'est à nuancer, puisque de plus en plus, comme il manque de place pour les structures qui accueillent les enfants handicapés, eh bien, les gosses sont envoyés en SECPA par défaut. Moins de 20% des collèges ont une ULIS dans le privé, contre 60% des collèges en REP+. Au total, presque 20% des collèges en REP+, contre 0,2% des collèges privés, ont à la fois une SECPA, une ULIS et une UP2A, c'est pour les élèves non francophones. Donc vous voyez bien à quel point le public prend à sa charge toute la solidarité envers les élèves les plus fragiles. Cette scolarisation intensive des élèves handicapés à l'école ordinaire, c'est un facteur massif de dégradation de l'école publique,
qui favorise évidemment le départ des élèves dans le privé, puisque lui, il n'y prend une part que très réduite. Le financement. Alors, la part du financement public dans le privé sous contrat, c'est 75%. Dans le premier degré, ça se partage entre 54% de financement par l'État et 23% par les collectivités et 24% par d'autres administrations publiques, des entreprises, des financeurs privés ou les ménages. Dans le second degré, c'est 66% par l'État et le reste par les collectivités ou des financeurs privés. Il y a, donc je vous parlais de 12 milliards de fonds publics qui sont déversés dans le privé sous contrat dans le cadre des lois Debré de 1959 et de la loi Rocard de 1984 qui a organisé la même chose pour l'enseignement agricole privé. Et s'ajoute à ces 2 milliards, donc 12 milliards de l'État et 2 milliards qui viennent des collectivités territoriales. Donc en tout, ça fait 14 milliards. Qu'est-ce qui est financé dans le privé donc, la rémunération des enseignants, la formation des enseignants, les dépenses pédagogiques, les emplois de vie scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est surveillant, conseiller d'éducation, etc. Et les aides directes aux élèves, c'est-à-dire les bourses de collège et de privé et les fonds sociaux pour les lycéens. Bien que rémunérés par l'État, les enseignants du privé ne sont pas fonctionnaires, ils sont contractuels, ce qui permet de baisser le coût de leur rémunération. Et en outre, dans le privé, il y a beaucoup moins de professeurs agrégés. Il y a 3% de professeurs agrégés dans le privé contre 7% dans le public. Les professeurs agrégés étant la qualification professionnelle la plus importante. Donc, ce qui réduit là encore le coût pour l'État. L'État participe aussi sous forme de subventions comme le forfait d'externat aux dépenses de rémunération des personnels non enseignants pour l'externat des collèges et des lycées sous contrat. Notre Fédération nationale de la libre pensée a élaboré, puisque nous revendiquons l'abrogation de cette loi Debré, on a élaboré un plan de financement pour sortir de ce système de financement public de l'enseignement privé sous contrat. Un plan de sortie sur plusieurs années, de façon à intégrer progressivement les personnels du privé dans le public, avec l'objectif d'abroger cette loi Debré et de rendre à l'enseignement public tous les moyens de fonctionnement qui devraient lui être destinés. Dans ces opérations de détournement des fonds publics vers de l'enseignement privé sous contrat, eh bien, il y a aussi les associations liées à l'enseignement privé qui bénéficient aussi des subventions. Plus de 600 000 € de subventions en 2024. Par exemple, la Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique. Les collectivités, alors là je vous ai parlé du financement par l'État, ensuite il y a le financement, vous l'avez vu, par les collectivités territoriales, qui elles financent les personnels techniques pour les collèges et les lycées. Les personnels techniques, c'est via les départements et dans les collèges, et c'est via les régions pour les lycées. Donc tous les personnels techniques, les ATOS qui s'occupent des laboratoires dans les divers enseignements qui sont dispensés. Le département et la région contribuent aussi au financement des dépenses pédagogiques du privé sous contrat en collège, lycée, lycée pro et même le post-bac. Donc là, qu'est-ce qu'ils financent? Les manuels, l'équipement informatique, les stages, les droits de reproduction. Pour ce qui concerne l'enseignement privé du premier degré,
donc école primaire, hein. Les communes sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement dans les mêmes conditions que celles des classes du public. Et cette obligation a été étendue depuis 2021 via la loi Blanquer, qui a instauré l'obligation de scolarisation à partir de 3 ans. Donc, cette obligation de scolarisation à partir de 3 ans, il faut savoir que à ce moment-là, en 2021, 98% des enfants de 3 ans étaient déjà scolarisés à l'école, hein. Mais cette obligation, donc ils étaient scolarisés volontairement. Ils n'étaient pas sous le coup de l'obligation scolaire qui démarrait à 6 ans. Cette obligation, elle permet d'obliger les mairies à financer les maternelles privées. S'y ajoutent les fonds indirects qui proviennent de la taxe d'apprentissage et les dons privés qui sont défiscalisés. Donc ça constitue un pactole d'environ 11 milliards. Pour le premier degré, sans compter la maternelle, les collectivités territoriales sont tenues de financer le transport scolaire également. Je vous indique que le rapport qui a été fait par 2 députés sur le financement de l'école privée en France a pointé l'importante opacité des données de financement indirect et l'insuffisance des contrôles. C'est un rapport donc qui a été fait par l'Assemblée nationale. Alors, comment on en est arrivé à cette situation? Avec 3 choses. D'abord, le grignotage par l'Église du financement de ces établissements, la dégradation par les gouvernements de l'école publique avec les restrictions budgétaires et la stigmatisation et le dénigrement via la laïcité qui est mise à peu près partout, à toutes les sauces, et dans laquelle on introduit des éléments qui ne figurent pas et à qui on fait dire des choses qu'elle ne dit pas. Donc vous voyez qu'il y a un double mouvement d'élargissement et de conquête de l'Église, à la fois en externe et à l'intérieur, pour en faire autre chose, tout en organisant la première des atteintes à la loi, le financement du privé par les fonds publics. Alors, il faut bien avoir en tête que dans la loi de 1905, cette loi de séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce qui est dit? C'est que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Et il y a eu une série de lois qu'on appelle les lois anti-laïques qui vont venir rogner cette disposition. Donc je vais assez rapidement là-dessus, mais ça s'étale sur plusieurs décennies. La loi sur les bourses à l'entrée en 6e et l'allocation aux familles, la loi Debré évidemment, qui est une loi quasi concordataire, hein, puisque ça ne vise même plus à garantir la liberté du culte, mais à le soutenir. La loi Gerner, qui finance la formation des enseignants du privé, les lois Savary sur les dépenses de fonctionnement par la prise en charge des dépenses de fonctionnement par les collectivités territoriales, la loi Rocard dont je vous ai parlé sur l'enseignement agricole, la circulaire sur la création des aumôneries dans les lycées publics, les accords Langue-Cloupet sur la parité de financement des personnels, la loi de décentralisation qui oblige les communes à participer au financement de la scolarité des enfants qui résident sur leur territoire mais qui sont scolarisés dans une école privée d'une autre commune. Sous la présidence de Sarkozy, il y a eu une multiplication des mesures pour favoriser le privé catholique, la reconnaissance des diplômes en 2008 et en 2009, la loi Carle sur la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques
et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La loi de finances de 2011 qui attribue une rallonge de 250 postes au privé, alors qu'en 3 ans, 51 000 postes avaient été supprimés dans l'éducation nationale. Sous Hollande, c'est la mise en place de la charte de la laïcité à laquelle il faut adhérer, qui est une véritable mise au pas des consciences, puisque nous, à l'école, nous sommes chargés de transmettre des savoirs, des connaissances via les programmes, mais les élèves n'ont aucune obligation d'être d'accord avec comment dire, ils n'ont aucune obligation d'être d'accord avec le fait que la religion ne soit pas reconnue par l'État. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec ça. Par contre, ils ont obligation, comme tout le monde, comme nous tous, de respecter la loi. Sous Macron, je vous en ai parlé, l'obligation d'instruction à partir de 3 ans, ça représentait quand même une manne de 150 millions pour l'école privée. Également, l'instruction en famille qui est passée du régime de la simple déclaration à celui de l'autorisation. Et puis, tout un tas d'aides fiscales sur la taxe foncière. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, le Canard enchaîné a sorti un article où il dénonce le fait que dans le budget 2025 là, de Bayrou, les établissements privés ont été exonérés de la taxe d'habitation. Sur l'aspect de dégradation du public, l'enseignement public est depuis plusieurs décennies abandonné par la puissance publique. Il est méthodiquement dénigré et démantelé. J'ai fait le calcul, sous Macron, il y a eu 32 700 postes qui ont été supprimés, 30 200 dans le public. Donc vous voyez ce qui a été supprimé dans le privé. Vous faites la soustraction. Il y a eu près de 300 textes qui ont modifié le code de l'éducation, qui est notre Bible. Donc 300 textes en 6 ans. Et c'est une politique d'austérité continue qui nous a mis à l'os. L'école publique actuellement manque de tout, comme l'hôpital public, qui nous prive des moyens humains et financiers nécessaires à notre fonctionnement et à l'exercice de nos missions. Et je vous en parlais tout à l'heure, la loi Monchamp de 2005 qui instaure une obligation de scolarisation mais là aussi, comme la laïcité, cette loi Monchamp, elle a été instrumentalisée. C'est-à-dire que dans cette loi Monchamp, il est écrit qu'il y a l'obligation d'inscription. Tout enfant a le droit d'être inscrit à l'école ordinaire. Donc, il y a une obligation d'inscription à l'école ordinaire, mais cette inscription ne vaut pas scolarisation obligatoire à l'école ordinaire. Dans la loi Monchamp est mentionné que l'élève doit être scolarisé, doit bénéficier d'un enseignement adapté à ses besoins. Et donc, les établissements sociaux et médico-sociaux qui sont en train d'être liquidés, qu'on appelle les IME ou les ITEP. IME, c'est Institut médico-éducatif. ITEP, c'est Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, qui sont des structures spécialisées, pluriprofessionnelles, dans lesquelles il y a des soins et du pédagogique. Je le sais, j'y ai travaillé.
Et donc, jusqu'à ce que le gouvernement ait décidé de les supprimer, eh bien, il y avait cette alternance de soins et de pédagogie pour les élèves qui pouvaient en bénéficier. Donc cette loi Monchamp, elle n'a jamais dit que tous les élèves doivent aller uniquement dans les classes ordinaires. Mais elle est utilisée actuellement pour faire ça, et pour une simple raison, c'est que un an de scolarisation en établissement spécialisé coûte environ 45 000 euros. Un an de scolarisation à l'école ordinaire coûte 5 000 euros. Voilà. Ça s'accompagne, quand je vous parlais de la destruction de l'enseignement spécialisé, c'est aussi donc la destruction des structures spécialisées, mais c'est la destruction des enseignants spécialisés, puisqu'on supprime prioritairement des postes dans ce secteur-là. Si vous connaissez un petit peu, dans les écoles, il y avait les RASED, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, qui ont été démantelés sous Sarkozy. Il n'y en a quasiment plus. Un réseau, normalement, un réseau, c'est un psychologue et 2 maîtres spécialisés. Maintenant, dans la plupart des réseaux, il ne reste plus qu'un, soit un psychologue, soit un maître. Donc, ils ne peuvent plus prendre en charge les élèves. Donc, on nous charge de devenir des personnels ressources, c'est-à-dire de venir coacher nos collègues pour leur apprendre à se dépatouiller tout seuls. Donc, cette situation, vous le comprenez, est extrêmement grave. Et elle va avec un certain nombre de déclarations. Je vous parlais du dénigrement systématique depuis des décennies venant des plus hauts responsables au pouvoir. J'ai collecté un petit peu un florilège. Donc en 2018, c'est Macron qui a déclaré il faut réparer le lien entre l'Église catholique et l'État. Voilà. La ministre Oudéa Castéra, je vous en parlais tout à l'heure, qui disait que il y avait un paquet d'heures non remplacées et qui vantait le privé où les enfants étaient bien formés, en sécurité, heureux, épanouis avec des amis. La salve de Sarkozy contre les enseignants fonctionnaires en général, on ne peut pas payer 1 million d'enseignants, sous-entendu à ne rien faire, car les profs, les instituts, hein, nous, on travaille 24 heures par semaine et on est 6 mois en vacances et en plus on colle des gommettes. La charte laïcité à l'école avec son sous-titre, je la cite, « La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » Donc, à force d'étendre la notion de laïcité à tout et n'importe quoi, ben, en fait, on l'a fait disparaître. Ça devient, c'est ça qui est vendu actuellement, c'est la tolérance. Non, la laïcité, ça n'a rien à voir avec la tolérance. L'égalité femmes-hommes. Je vous rappelle que la loi laïcité, c'est 1905. Le droit de vote des femmes, c'est en 1945. Ça n'a rien à voir. La violence, la culture, le respect, c'est tout ça dans la charte laïcité, c'est les articles 7 et 9. L'article 9, c'est la laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. Donc, c'est pas du tout ça la laïcité. Et les articles 12 à 15, alors là, par contre, ça rigole plus. C'est des articles extrêmement injonctifs, ce sont des prescriptions. Tous ces articles-là que je vous cite, c'est aucun élève, nanani, nanana, nul ne peut, nanani, nanana, est interdit. Donc en fait, c'est pas si tolérant que ça. Autre aspect, alors ça c'est vraiment, c'était assez atroce. C'est qu'en 2021, donc toujours sous le fameux Jean-Michel Blanquer, sa campagne qui s'intitulait « C'est ça la laïcité », avec des affiches, avec des photographies où le choix des prénoms,
jouer avec l'implicite, les clichés, les représentations qui laissaient entendre que la laïcité pourrait être mise en danger par une catégorie de la population et pas une autre. Et donc, je vous cite une de ces affiches, c'était avec évidemment un enfant noir et un enfant blanc, permettre à Milan et Alia de rire des mêmes histoires. C'est ça la laïcité. Donc la laïcité, c'est pas du tout ça. Son fondement, c'est la neutralité de l'État, issue de la loi de 1905, la liberté de conscience et l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. C'est ça la laïcité et uniquement ça. Le rôle de l'école publique, ce n'est pas d'assigner les élèves à leur identité réelle ou supposée. Sa mission, c'est d'assurer l'instruction de tous. Alors nous, enseignants, sommes instrumentalisés. Et je vais vous expliquer comment. Depuis 2022, des bilans mensuels au niveau ministériel sont faits d'atteinte à la laïcité, où on nous demande à nous, les enseignants, de signaler la moindre atteinte à la laïcité. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de pognon qui est dépensé pour l'informatisation de tout ce système de signalement, les formations pour nous apprendre à comment signaler. L'an dernier, non, ça remonte à un petit peu plus, oui, c'était Gabriel Attal, le Premier ministre, qui avait sorti une lettre sur l'abaya et le camis, qui définissait ces vêtements comme religieux dans la lignée de la loi de 2004, qui demandait aux chefs d'établissement de qualifier et de légiférer sur ces fameuses tenues, et donc qui chargeait les enseignants de décider s'ils considéraient que il y avait atteinte à la laïcité. Pape Ndiaye aussi, qui nous avait sorti son plan laïcité, enfin c'est chaque année. Et puis la création, donc il y a des postes éducation nationale qui sont largement attribués et dédiés à cette police-là, la police de la laïcité, avec la création d'équipes nationales et académiques, valeurs de la République, et l'édition en 2021 d'un coffret, alors c'était un coffret évidemment couleur, de 3 volumes, intitulé Guide républicain, envoyé dans toutes les écoles. Ça a dû coûter un pognon de dingue, hein, ça aussi. Et alors, il y a le cas des parents accompagnateurs, qui est une question qui est régulièrement mise sur le tapis. Ces parents d'élèves accompagnateurs, ils ne sont pas soumis en tant qu'usagers à la neutralité, ni dans les conseils d'école. C'est-à-dire que les parents accompagnateurs, les mamans voilées, puisqu'il s'agit d'elles, peuvent garder leur voile dans les sorties ou lorsqu'elles participent au conseil d'école, puisqu'elles y sont en tant qu'usagers. Mais dans le guide de laïcité, eh bien, cette histoire des sorties s'est laissée à l'appréciation du directeur. Je vous dis ce qui est écrit, ce qui vous donne une idée de l'embarras dans lequel nous pouvons nous trouver, nous, enseignants. Néanmoins, lorsque les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l'éducation le justifient, l'autorité compétente peut recommander aux parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuse. Donc, par contre, quand des parents participent directement à des activités scolaires, des ateliers, etc., donc quand on est dans des situations d'apprentissage dans l'école, la réglementation impose la neutralité de leur tenue. Autre cadeau du ministre Blanquer, de l'ex-ministre Blanquer, qui a créé ce qu'il a appelé le carré régalien.
Alors, le carré régalien, c'est valeurs de la République, harcèlement, violence, radicalisation. Vous voyez bien comment tout ça est mis en place. C'est ce qui lui permet de mettre en œuvre son plan de formation obligatoire à la laïcité de tous les agents publics et donc des enseignants. Et donc, j'ai eu la chance de participer à cette formation obligatoire. Et donc, nous étions confrontés à des études de cas, donc des situations d'atteinte à la laïcité potentielle. Et alors là, je peux vous assurer que c'était une sorte de fourre-tout, puisque on avait le cas d'un refus de sortie aux zoo par des parents véganes, mais juste à côté, le refus de visite d'une église, l'accusation de racisme par une mère voilée à cause d'un refus qu'elle accompagne une sortie. Et donc, vous remarquez qu'il y a une seule religion qui nous enseigne dans tout ça, c'est l'islam. Et c'est là où j'ai découvert l'étendue des moyens qui étaient mis à notre disposition pour signaler. Donc des moyens techniques, des moyens juridiques, des moyens médiatiques et des moyens humains. Ce dispositif, il s'appuie sur une chose, il s'appuie sur la loi séparatisme de 2021, qui a été rebaptisée loi pour conforter le respect des principes de la République, et donc qui instaure cette formation obligatoire pour les 3 fonctions publiques et la création de référents laïcité, dont notre fameux maire de Montpellier. Blanquer, en 2021, pour présenter ce plan de formation des enseignants à la laïcité et aux valeurs de la République, je vous cite ses propos, parce que c'est significatif. Il dit « La République, c'est comme la France. Tu l'aimes ou tu la quittes. Les enseignants doivent adhérer aux valeurs de la République et les transmettre, ou quitter le métier. Si vous devenez professeur, vous transmettez les valeurs de la République. Et si vous ne les transmettez pas, et si même vous militez contre les valeurs de la République, éventuellement sortez de ce métier parce que vous vous êtes trompé à un moment donné. Ça n'a peut-être pas été assez clair dans le passé, ça va désormais être très clair dans le présent et dans le futur, au travers de la formation, comme de la gestion de la carrière des personnes. Or, les enseignants sont des fonctionnaires d'État qui relèvent d'un statut général de la fonction publique et d'un statut particulier, professeur des écoles, ou professeur certifié ou professeur agrégé, qui leur garantissent plusieurs choses. La liberté d'opinion, la liberté pédagogique dans le respect des programmes, et ce statut qui nous protège contre toute discrimination en raison de nos opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Donc on voit bien que la laïcité... Oh, merci, super. C'est de l'eau tout à fait laïque. La laïcité, sauce Blanquer, en fait, c'est la destruction de la laïcité. C'est la mise au pas des enseignants avec une sorte de catéchisme laïque, une Bible républicaine avec son cortège d'inquisiteurs. Je voudrais qu'on se souvienne ensemble du manifeste des instituteurs syndicalistes de 1905 qui disait « Notre enseignement n'est pas un enseignement d'autorité. Ce n'est pas au nom du gouvernement même républicain, ni au nom du peuple français, mais au nom de la vérité que nous enseignons. » Et donc nous voilà entraînés dans un habit de croisée du gouvernement, où ces gouvernements nous collent une cible dans le dos, puisque en faisant de nous des défendeurs, des pourfendeurs, des croisés de la laïcité, eh bien, et en nous glorifiant lorsque nous sommes des martyrs, eh bien, vous voyez bien à quel point nous sommes instrumentalisés. Donc, quand on est assassiné, les morts sont encensés,
Mais par contre, le mépris destiné aux vivants, ça ne coûte pas cher. C'est à mettre en regard avec le mépris envers notre profession, dont je vous ai fait part, qui est exprimé depuis des décennies par les ministres et les présidents, et qui a une incarnation tout à fait matérielle dans nos salaires, qui sont les plus bas de tous les pays européens, et en particulier les salaires de nous, les inscrits. Donc cette laïcité fourre-tout accolée aux valeurs de la République, et donc je vous ai dit, hein, la tolérance, l'égalité filles-garçons, la citoyenneté, l'épanouissement de la personnalité, eh bien c'est la dissolution de la laïcité. Et je voudrais vous citer Mirabeau qui disait à la tribune de l'Assemblée nationale en 1789, au moment de la discussion sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il disait « La tolérance, c'est le fait du prince, car il peut ou pas tolérer. Alors que l'égalité en droit, c'est un principe. » Donc, comment traduire en termes de droit juridique la tolérance? Être intolérant, c'est pas un délit pénal. Par contre, remettre en cause la liberté de quelqu'un, l'égalité des droits d'une personne, la fraternité par le racisme, ça, ce sont des délits pénaux punis par la loi. Donc, on est en pleine dérive vers une laïcité réactionnaire et identitaire, où il y a la création d'un fossé entre le nous, valeur de la République, et le eux, musulmans. Et ceux qui refusent cette partition, ils sont qualifiés de wokistes, d'islamo-gauchistes, qui menaceraient ce nous, valeur de la République. Alors que la République, elle n'a pas de valeur à faire accepter. Elle a des principes qui sont traduits dans la loi, et ces principes et cette loi sont à respecter, mais pas les valeurs. Mélanger valeurs et principes, ça donne un espèce de salmigondis que personne ne peut comprendre, et donc personne ne peut agir en conséquence. Et c'est ça qui est voulu en fait par ce verbiage autour des valeurs républicaines. Plus personne n'y comprend rien, et donc c'est l'arrivée de l'arbitraire, ce pouvoir national ou local qui décide et qui tranche. Et donc, le libre entendement des citoyens n'a plus cours. Ce n'est plus la conviction individuelle, c'est la contrainte étatique. Donc, derrière ce chiffon rouge qui est agité en permanence par les responsables politiques pour faire diversion, et c'est ça qui est vraiment important, c'est ça que je voudrais vraiment mettre l'accent dessus ce soir, c'est que toute cette salade, elle a vraiment un objectif, c'est de dissimuler l'effondrement organisé de l'école publique par le gouvernement. Et donc, et dissimuler la seule véritable atteinte, c'est 12 plus 2 milliards qui sont volés à l'école publique, qui sont volés à nous, qui sont volés à nos élèves, à nos enfants. Ces milliards qui sont volés à l'école publique, la seule qui soit gratuite, je le rappelle quand même, la seule qui scolarise tous les élèves, quelles que soient leurs conditions, la seule qui ait à cœur de donner à tous, sans distinction, l'accès à l'instruction, à la liberté de conscience et à l'esprit critique. Je ne suis pas en train de dire que l'école publique réussit parfaitement ses objectifs, hein, mais enfin, c'est la seule qui a ça comme objectif et qui concrètement l'organise en tenant compte de l'empêchement qui découle de la dégradation des moyens qui est organisée. Le seul séparatisme, c'est le séparatisme social de l'Église catholique qui est aidé financièrement et médiatiquement par l'État.
faut avouer quand même que empocher les subsides, mais s'exonérer de toute générosité, de toute forme de solidarité, on peut dire que c'est l'Église dans toute sa grandeur. L'école publique a été considérablement dégradée, affaiblie, dénigrée. Il est évidemment essentiel et urgent de la défendre au moment où de nombreux parents s'en détournent et inscrivent leurs enfants dans des écoles privées, croyant ainsi préserver leurs conditions d'apprentissage. Défendre la laïcité, ce n'est pas la transformer en un outil de stigmatisation des musulmans, en nouveau dogme pour diriger les consciences, c'est défendre l'école publique et combattre pour lui redonner les moyens humains et matériels de l'émancipation intellectuelle et sociale qu'elle vise, même si elle n'y parvient pas toujours. Ça passe par l'abrogation de la loi Debré et de toutes les mesures anti-laïques, la création de tous les postes statutaires nécessaires, la revalorisation sans contrepartie des enseignants et des personnels de l'éducation. Et je voudrais conclure cet exposé par ces mots d'un président de la Libre Pensée d'Indre-et-Loire, Alain Joannet, qui dit « L'Église est en crise, mais ne renonce pas, elle se défend. Sur son chemin, elle trouvera encore et toujours la libre pensée. Ce mur de l'ignorance, de la réaction, de l'obscurantisme doit tomber. Vive l'émancipation totale des citoyens, vive la loi de 1905. Je vous remercie.